Et voilà, le marathon Bardo se termine et je vais reprendre mon activité professionnelle après un congé sabbatique de 3 mois pour faire ces 61 vidéos. Le moins que je puisse dire, c'est qu'il n'y aura certainement jamais aucune autre vedette sur qui j'arriverai à faire une série de 61 vidéos, pas même Elvis, pas même les Beatles, pas même mon idole absolue Django Reinhardt, et probablement pas non plus mon cher Al Pacino, sur qui j'ai pourtant été prolixe en écrivant 122 000 mots pour le marathon Pacino. 122 000 mots, c'est l'équivalent d'un assez gros roman. Cela montre à quel point Brigitte était exceptionnelle. Elle a non seulement été la plus belle au monde, j'espère l'avoir démontré, en particulier avec mes chapitres thématiques sur son visage et son corps, et on peut voir sur cette photo que ça n'est guère discutable, mais elle a aussi eu une vie et une personnalité exceptionnelles. C'est pourquoi il m'aura fallu 3 mois pour en faire le tour via mes vidéos. Je dis un grand merci à tous ceux qui ont été fidèles à ce marathon, un grand merci à ceux qui m'ont envoyé de très gentils commentaires, et un grand merci à ceux qui m'ont dit à quel point ils appréciaient les musiques que j'avais choisies pour accompagner les vidéos. Ça m'a fait très plaisir, car effectivement, je n'ai mis que des morceaux que j'adorais et que j'avais envie de faire connaître. J'ai mis en particulier 8 morceaux d'un artiste anglais que j'adore, Danny Coughlin, 5 morceaux de son album sorti en 2012 sous le nom de Cry Baby, pour les chapitres 20, 25, 33, 40 et 51, et 3 morceaux sortis en 2018 en duo sous le nom de Tracy Ann and Danny, pour les chapitres 53, 54 et 61. Parmi ces 3 morceaux, il y a celui qui conclut le chapitre Bardo amoureuse que je viens de faire, True Love Will Find You in the End. Certains d'entre vous m'ont écrit qu'ils avaient énormément aimé cet artiste dans mes vidéos, sa voix, ses mélodies. Or, je découvre en faisant ce dernier chapitre que Danny Coughlin est mort il y a 1 mois, à l'âge de 55 ans, après une maladie de 16 mois. Je suis consternée au-delà des mots et je lui dédie ce dernier chapitre. Merci à ceux qui ont eu la gentillesse de me dire qu'ils aimeraient que mon marathon dure toujours. Mais là, je suis vraiment arrivée au bout de tous les thèmes qui m'étaient venus à l'esprit. Pourtant, je découvre que mon enthousiasme reste le même, car alors que j'ai brassé des centaines et centaines de photos depuis 15 mois, mon ami Yann vient de me faire découvrir une photo que je ne connaissais pas du tout, prise par Jacques Héripret pendant le tournage de Chalaco, début 68. Et tout de suite, je suis sous le charme. L'appareil photo qui appuie sur son joli petit nez, les rides tout à fait inhabituelles sous ses yeux, elle n'avait alors que 33 ans pourtant, les mains un peu sèches, les cheveux pas bien coiffés, et pourtant, elle est adorable. Également, je découvre cette photo extraordinaire alors que ce marathon se termine. Tout est là. La beauté de son visage et de ses cheveux, sa minceur, son aplomb dans le regard, son goût de séduire. Les pieds sont sales et elle s'en fiche. Cette photo résume pourquoi Brigitte est devenue une star. Merci et bravo à ceux qui ont trouvé de très jolis mots, de très jolies phrases à propos de Brigitte, des mots plus poétiques que ceux que j'ai trouvés pour mes textes. Je dis en particulier bravo à Nicolas, qui a écrit de nombreux commentaires pleins de précision, de psychologie envers Brigitte et d'affection pour elle. J'aimerais aussi citer les récents propos de Claude. Elle a parlé de Brigitte en disant « cette merveille de beauté qui a magnifié ma jeunesse ». Je trouve ça très parlant. D'abord, merveille de beauté, c'est vraiment un terme parfait. Et l'expression « qui a magnifié ma jeunesse » me parle complètement. Quand on voit cette photo toute simple, avec le sourire de Brigitte promenant son chien aux côtés de Vadim, je trouve que Brigitte a magnifié le monde. Et comme Claude a 83 ans, c'est qu'elle est de 1942 environ, donc elle avait un peu moins de 20 ans lors de la Bébé Mania. Et je pense que si l'on était une jeune fille à cette époque, il devait être effectivement stimulant d'avoir comme modèle Brigitte, ses looks, sa beauté, sa féminité. Claude a également écrit « J'aime la beauté et elle est l'expression de ce qui m'a ébloui et qui n'a jamais été détrôné. » Là encore, je trouve ça merveilleusement bien tourné. J'aimerais écrire comme ça. Premièrement, je pense que Claude a raison. Si nous aimons Brigitte, c'est que nous aimons la beauté. Secondo, que Brigitte soit l'expression de ce qui a ébloui Claude et qui n'a jamais été détrôné, ça me parle complètement de nouveau. Pourquoi est-ce que ce dernier chapitre s'appelle le chapitre 1 ? C'est le chapitre que je devais faire au tout début de ce marathon pour expliquer les 4 buts de cette chaîne YouTube. Mais à l'époque, il y a 3 mois, en novembre, je n'avais jamais utilisé un logiciel de montage vidéo.
Donc faire un chapitre long comme cette introduction aurait été trop complexe. J'ai donc commencé par les petits chapitres thématiques, la bouche charnue, etc. Et, à force d'enchaîner chaque jour les vidéos thématiques, j'ai finalement décidé que cette introduction pour expliquer pourquoi je faisais cette chaîne serait désormais la conclusion, mais en l'appelant quand même le chapitre 1. À l'origine de cette chaîne YouTube, il y a d'abord le fait que, depuis plusieurs années, j'étais assez consternée que tant de gens critiquent publiquement Alain Delon et Brigitte, parce qu'ils avaient souvent des propos négatifs dans leurs interviews. Dans la mesure où cet homme et cette femme ont représenté la France de la plus merveilleuse façon possible dans le monde, en étant réellement la quintessence de la beauté et du charisme, en plus de leur personnalité tout sauf banale, je pensais que les Français auraient dû au contraire leur être éternellement reconnaissants d'avoir représenté notre pays d'une telle façon. Et donc il n'y avait pas à les accabler publiquement à cause de leurs idées personnelles dans des interviews. Il aurait été plus intelligent et plus humain de faire preuve de psychologie envers eux. Alain Delon avait une souffrance en lui depuis son enfance, on le sait, et évidemment, vieillir n'a rien arrangé. En perdant sa beauté, le sommet de sa carrière et ses proches, il a été attiré de plus en plus vers une grande mélancolie, d'où son côté parfois négatif dans des interviews. Quant à Brigitte, elle avait une révolte en elle, associée à sa forte personnalité, qui faisait qu'elle ne voulait pas se mettre de barrière dans ce qu'elle disait, d'autant plus qu'elle a longtemps été protégée par son statut d'icône. Donc, comme on le sait, elle était très cash dans ses interviews et ses livres. Or, certaines personnes trop jeunes pour avoir connu le poids de Brigitte dans la société française autrefois sont aussi les personnes qui ne veulent entendre que ce qui est conforme à leurs idées. Dans l'esprit, tout s'en rend et que rien ne dépasse. Je ne parle pas de ces propos qui tombaient sous le coup de la loi. La loi est la même pour tous et doit s'appliquer pour tous. Et Brigitte a été condamnée 5 fois à 11 ans pour certains de ses propos. Donc je me disais, quand Alain et Brigitte seront décédés, certains vont se rendre compte qu'il aurait fallu ne pas être sévère comme ça avec eux. Ils se rendront compte à quel point ils ont incarné une belle période de l'histoire de notre pays. Le fait est que lorsque Delon est mort, il y a 1 an et demi, la couverture médiatique a été très importante, et je me suis dit, voilà, certains doivent se rendre compte à quel point il avait été une immense icône et un immense acteur. Ils doivent être gênés de l'avoir jugé sévèrement depuis des années. Et 3 mois plus tard, j'ai eu l'idée de faire, en amont de la future disparition de Brigitte, ce travail en vidéo sur YouTube pour les 4 raisons que je vais énumérer. Je précise qu'une synchronicité extraordinaire fait que je rédige ce texte une quinzaine d'heures après que le bel hommage en vidéo rendu à Brigitte hier soir à la cérémonie des Césars a été hué par une partie du public, et l'autre partie n'a que peu applaudi. C'est incroyable. Moins de 2 mois après sa mort, voilà le dernier adieu du monde du cinéma à Brigitte. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier, et j'espère que les spectateurs devant leur télé ont été choqués par ce manque de bonne éducation. Quand quelqu'un meurt, a fortiori après avoir tant apporté à l'image de la France, à la condition des femmes par sa vie privée et son franc-parler, et aux animaux, il y a juste à avoir du respect s'il y a un hommage public. Je suppose que les personnes qui ont sifflé sont d'anciens collégiens qui ne respectaient pas la minute de silence au collège. L'ironie est que l'icône Brigitte Bardot a été huée par des personnes qui lui arrivent tout juste à la cheville. Pourquoi est-ce que je mets cette photo pour illustrer ce sujet ? Pour montrer la décontraction de Brigitte. Elle était ce que l'on appelle aujourd'hui quelqu'un de cool. Ceux qui l'ont huée ne sont pas des gens cool. Mon premier but a été de détailler sa beauté hors du commun. Par habitude, on considère que Brigitte était très belle ou très jolie. Or, c'est plus que cela, selon moi. Brigitte, c'est une addition incroyable de points forts. Une bouche ultra charnue, boudeuse et reconnaissable entre toutes. Des yeux magnifiques, ultra expressifs, et qu'elle réussissait parfois à rendre immenses alors qu'ils n'étaient pourtant pas très grands. Et avec ce paradoxe incroyable qu'elle avait un problème d'amblyopie, c'est-à-dire un problème neurologique impactant l'œil gauche, une chevelure de rêve, un tout petit nez parfait, un sourire XXL éclatant,
un regard de killer, un profil parfait, un petit visage dont un atout pourrait être à l'écran, la finesse des traits, une parfaite symétrie de son visage, un port de tête royal suite à des années de danse classique, des jambes magnifiques et interminables sur certaines photos, sans pour autant être très grandes, puisqu'elle faisait 1,66 m, de très jolis seins, une silhouette de nymphe miraculeusement à la fois pulpeuse et très svelte, en particulier avec une taille très très fine à ses débuts, et j'en remets une couche sur le contraste avec Marilyn. Bref, la perfection du corps et du visage. On comprend donc mieux pourquoi revient si souvent à son sujet l'appellation « la plus belle femme du monde », aujourd'hui encore, presque 77 ans après sa première apparition dans un magazine en 1949. De très belles vedettes féminines, il y en a eu beaucoup. Actrices, chanteuses, mannequins, gagnantes de concours de beauté, comme la sublime Miss France actuelle. Mais tout simplement, aucune ne rassemblait autant de points forts. Une biographe de Brigitte, Marie-Dominique Lelièvre, le dit tout bonnement dès la première phrase de sa biographie, sans tourner autour du pot. Brigitte Bardot est la plus belle femme du monde. On peut également citer la déclaration de Woody Allen en 1969, qui vaut bien des discours. Il a dit « Brigitte Bardot restera à tout jamais la plus belle femme du monde. Je suis intimement persuadée qu'il n'existe rien de plus beau qu'elle sur Terre. » Notons bien qu'il ne dit pas qu'elle est la plus belle femme du monde, ce qui serait déjà beaucoup. Il dit qu'elle le restera à tout jamais. Citons aussi Jean Gabin, qui déclare après sa première journée de tournage avec Brigitte, âgée de 23 ans, qu'elle est la plus belle femme qu'il ait vue dans sa vie, en sachant qu'il a eu pourtant une idylle avec deux actrices magnifiques, Michèle Morgan et Marlène Dietrich. Les nombreuses photos d'elle et Jeanne Moreau sur le tournage de Viva Maria et lors de la promotion du film montrent un peu cruellement que mieux valait ne pas être photographiée à ses côtés, surtout si l'on avait 6 ans et demi de plus qu'elle, comme c'était le cas de Jeanne Moreau. Ce qui nous fascine, c'est que Brigitte a additionné une féminité exacerbée, une beauté exacerbée, un charisme exacerbé, une élégance exacerbée, un esprit de liberté exacerbé et une sensibilité exacerbée, qui s'est traduite par son acharnement à lutter contre la souffrance faite aux animaux. Cette addition est tout simplement énorme, et c'est pour cela que ce marathon Bardot existe. Je crois que si la célébrité de Brigitte a été si intense et si durable, c'est parce que d'un côté les hommes la désiraient, quoi de plus naturel, et d'un autre côté les femmes la voyaient comme un modèle. Quelle adolescente n'a pas rêvé d'avoir cette grâce diaphane? Quelle jeune femme de 20 ans n'a pas rêvé d'avoir cette élégance naturelle? Quelle femme n'a pas rêvé d'avoir cet aplomb? Mon deuxième but était de montrer à quel point la diversité de son apparence durant les années 50 et 60 est hors du commun. Il est impossible de trouver une autre vedette ayant autant varié les styles dans ses vêtements, sa coiffure, son allure, son maquillage. Au début de ce marathon Bardot, mon fils de 15 ans m'a dit que s'il pense à Brigitte Bardot, il ne sait pas à quelle apparence penser. Et ma fille de 12 ans m'a dit que selon les photos, on a l'impression qu'il s'agit de personnes différentes. Eh bien, mon ressenti est exactement le même que le leur. Quand on pense à Brigitte Bardot, pense-t-on à l'adolescente brune si gracieuse ou à la starlette très 50s, classiquement sexy? Pense-t-on à la période de la bébé mania,
sa période femme-enfant, ou à la Bardot du milieu des années 60, quand, amincie, décoiffée, féline dans sa silhouette, elle dynamitait l'image de la femme occidentale. Pense-t-on à sa personnification de la mer, de l'été, de la Côte d'Azur, ou à la période Gainsbourg? Pense-t-on à Bardot au visage émacié, ou Bardot aux bonnes joues poupines? Pense-t-on à Bardot boudeuse, ou Bardot radieuse? On peut même se demander si ces changements de style si fréquents et parfois si radicaux ne révèlent pas quelque chose de sa personnalité, une fuite en avant, une fuite de l'immobilisme, d'autant plus que les changements d'homme dans sa vie amoureuse lors de ces années-là étaient également spécialement fréquents. Un autre élément extraordinaire dans la carrière de Brigitte est que cette diversité de son look au fil des années aurait pu l'empêcher d'avoir une image claire aux yeux du public, mais sa beauté a transcendé ça. Autre élément frappant, il semble que cette créativité débordante dans son style était largement de son fait, car je n'ai trouvé nulle trace d'un styliste attitré, d'un conseiller. Certes, Jean Bouquin, qui avait une boutique de prêt-à-porter à Saint-Tropez, la conseillait certainement lorsqu'elle venait y chercher des vêtements, mais Brigitte devait certainement très bien savoir ce qu'elle voulait. We were never gonna be the ones to set the world alight, eclipse the sun. But lover, what have you done? This time it's over. There's a shadow where your heart should be, broken window to your sanity. But you know that you're one for me. This time it's over. You gave me these fingers and feet of clay. They were never yours to give away. Was it always up to you? Little things mean most to me. The briefest smile, the joy to be. Best seat for the A&E. You know that I'll always be back for more, even when my heart and hands are raw, dragging myself across the kitchen floor. This time it's over. You gave me these fingers and feet of clay. They were never yours to give away. Was it always up to you? We were never gonna be the ones to set the world alight, eclipse the sun. Oh lover, oh what have you done? This time it's over.
Mon troisième but a été de rappeler, surtout pour les jeunes gens, le phénomène de société et médiatique qu'elle a été. Il faut lire la presse de l'époque pour découvrir à quel point ses contemporains constataient eux-mêmes, en direct, que l'engouement pour sa beauté et pour sa personne était surnaturel. Mais ça correspondait certainement à son ego. On la voit sur d'innombrables photos aimer tout cet intérêt dirigé vers elle. Ce n'est pas parce que Brigitte a fui les photographes au bout de plusieurs années et qu'elle a critiqué la vanité de la célébrité le restant de sa vie qu'elle n'a jamais aimé être célèbre et photographiée, loin de là. Ici, elle irradie de confiance en elle. Ici, on la voit euphorique, allongée au sol, assez impudique, lors d'une séance photo à la Mostra de Venise en 58, entourée d'hommes avec leur appareil photo en main. Cette scène m'intrigue à chaque fois que je la vois. Est-ce que Brigitte a réellement été comblée dans son narcissisme et euphorique d'être le centre d'intérêt de tous ces hommes à la fois, ou s'est-elle sentie mal à l'aise et a-t-elle pris sur elle et surjoué la joie ? Cette photo n'est clairement pas un photomontage et montre l'adoration qui l'entourait. Il y a 2 mains sur ses épaules, une main qui tient la sienne, et le pompon est la jeune femme qui la dévore des yeux avec une main sur une cuisse de Brigitte. La bouche exceptionnellement déformée de Brigitte exprime peut-être une oppression. Elle est littéralement avalée par une masse compacte de gens. Ici, partie en vacances au Brésil en 1964, Brigitte est mise devant le fait accompli qu'elle y est immensément populaire. Les photos lors d'événements publics où des hommes sont collés à elle, ou du moins très très près, sont nombreuses. Cela met mal à l'aise. Je pense qu'elle avait un caractère qui lui permettait de bien gérer cela, mais elle a dû prendre sur elle plus d'une fois. Il a souvent été dit que, avant les Beatles, seuls elle et Elvis ont connu un tel rouleau compresseur sur le plan mondial. Mais il faut alors préciser que, selon les Beatles eux-mêmes, ils avaient la chance d'être à 4 pour subir cette célébrité écrasante, alors qu'Elvis devait encaisser ça tout seul. On peut donc dire la même chose de Brigitte. Fondamentalement, elle était seule au milieu du tourbillon de sa célébrité. Cela révèle la force de caractère dont elle a fait preuve. Ici, elle irradie de confiance en elle. Un détail très symptomatique. Les 3 séquences d'Elvis dans l'émission de télévision d'Ed Sullivan en 56 et 57 et les 4 passages des Beatles en 64 et 65 sont célébrissimes. Eh bien, Brigitte est passée elle aussi dans le Ed Sullivan Show en 59. Et comme on le voit, elle a eu l'air de très bien assumer la situation. Mannequin dès ses 14 ans, starlette du cinéma français de 1952 à 1956, à la fin des années 50, elle est devenue la Française la plus célèbre dans le monde, puis dans les années 60, la star féminine la plus connue mondialement et la plus imitée. On dit souvent à son sujet qu'elle a été la femme la plus photographiée au monde. Ayant brassé des centaines de photos pour ce marathon Bardot, je peux dire que, au vu de l'éventail très large des situations où elle était photographiée, sur les plateaux de tournage, en séance photo, dans sa vie privée, par exemple ici en train de manger, et lors de ses apparitions médiatiques, et ce sur presque 25 ans au plus fort de sa carrière, c'est effectivement quasi certain. Et seule Marilyn peut éventuellement avoir été autant photographiée, mais beaucoup moins longtemps. Par ailleurs, la déferlante du phénomène médiatique dont elle a fait l'objet a inspiré des commentaires, généralement très respectueux et admiratifs, à des sociologues et des écrivains de renom, tels Alberto Moravia, Colette et Jean Cocteau, qu'elle a rencontré fin 58 lors d'un récital de la Calas à l'Opéra de Paris. En cela également, elle est une star à part, à égalité avec Marilyn, dont l'image, le physique et la personnalité ont été également beaucoup disséqués et commentés. Il est d'ailleurs très intéressant de lire des articles de la fin des années 50 et début des années 60 au sujet de Brigitte. Déjà, la presse parlait d'elle comme d'une déesse arrivée de l'Olympe, tant sa beauté altière était frappante. Et le prénom Brigitte a été le prénom féminin le plus donné en France en 1959 pour plus de 18 000 bébés. L'année précédente, en 1958, il était le 2e prénom féminin le plus donné, derrière le prénom Marie.
C'est aussi probablement la seule femme dont on sait qu'elle a fortement attiré les icônes absolues que sont John Lennon, Paul McCartney, Bob Dylan et Elvis Presley, excusez du peu. Qui plus est, là où le commun des mortels était forcément pétrifié de trac en rencontrant les Beatles, c'est l'inverse qui s'est produit quand elle est allée les rencontrer en février 1964 à l'hôtel George V à Paris, puis quand elle a revu John Lennon en 1968 à Londres. Alors que l'on connaît pourtant la nonchalance et le sang-froid à toute épreuve des Beatles, ils ont été pétrifiés de trac et de timidité devant sa beauté, sa présence et son érotisme. Et elle, tout à fait à l'aise et assez indifférente face à leur trac. C'est pour ce genre d'anecdotes sidérantes que j'ai voulu les rendre hommage avec ces vidéos, pour rappeler que cette petite Française a été un être à part dans l'histoire du XXe siècle. De toute façon, le destin de Brigitte a été particulier de façon précoce. Elle n'avait qu'11 ans lorsque Marie Laurencin a fait son portrait, 14 ans et demi lorsqu'elle apparaît pour la première fois dans un magazine, Le Jardin des Modes, en février 49, et en couverture du magazine Elle 2 mois plus tard, en mai 49, qui dit mieux. 15 ans et demi lorsqu'elle est à nouveau en couverture de Elle, le 8 mai 1950, couverture qui changera sa vie, puisque c'est grâce à elle que Vadim va la remarquer et chercher à la rencontrer. 16 ans lorsqu'elle pose en couverture de Paris Match, 17 ans lorsqu'elle devient actrice, environ 18 ans lorsqu'elle rencontre Marlon Brando dans le cercle amical de Vadim, 18 ans lorsqu'elle rencontre la star Kirk Douglas, qui écrira bien plus tard dans ses mémoires que le moment où il l'a vue pour la première fois, et il la qualifie de créature de rêve, s'est gravé à jamais dans sa mémoire. L'année de ses 18 ans, elle est photographiée par l'un des plus grands photographes du siècle, Robert Doisneau. 21 ans lorsqu'elle discute avec Churchill, rencontré par hasard, et lorsqu'elle est présentée à Picasso chez lui. L'aisance avec laquelle elle discute avec ce mythe vivant est très révélatrice de la confiance qu'avait Brigitte en elle. Elle a tout juste 22 ans lorsqu'elle est présentée à la reine d'Angleterre, en même temps que Marilyn. Et le plus étonnant est que ces rencontres avec Picasso, Churchill et la reine ont eu lieu plusieurs mois avant le début de sa célébrité mondiale, liée à la sortie de « Et Dieu créa la femme ». On peut souligner également qu'elle a vraiment été bénie des dieux, puisque son prénom et son nom étaient vendeurs. Brigitte Bardot sonne mieux que Marie-Odile Durand, et ses initiales l'ont aidée à devenir une star internationale. Bébé, ça sonne bien dans toutes les langues, et surtout en français. Les initiales bébé s'accordaient à merveille avec sa moue de bébé. La célébrité de Brigitte était telle qu'elle était parfois citée dans des films, créant un flou entre vérité et fiction. Par exemple, dans Le Veuf de Dino Risi, le personnage joué par Alberto Sordi lit dans le journal que Bardot est enceinte et il ajoute qu'il s'en fiche. Or, elle était réellement enceinte lors du tournage de ce film. Un contraste saisissant dans la vie de Brigitte, et qui a certainement fait son malheur, est celui entre son goût pour la simplicité, son côté gitane, pieds nus et recevant à la bonne franquette, et son statut d'icône mondiale. Il est révélateur qu'Andy Warhol, un habitué des stars, ait été stupéfait, lors d'un dîner en France, de la voir si agréable. Il a écrit « Je n'en revenais pas de sa gentillesse. Être Brigitte Bardot et se donner la peine de mettre ses invités à l'aise. » Le fait que Warhol, pourtant plutôt blasé en général, a pensé qu'elle allait forcément se comporter en star dans sa vie privée, en dit long sur le statut de Brigitte à l'époque. I sat by your bedside, mumbling to sorrow, holding on to your hand, my back against tomorrow's beauty, and there's a privilege in parting, I know. The years turn to days, and days turn to hours, penitent in black, praising flesh amongst the flowers. I regret a lot, said a lot of things I never thought I would say. And I think about her, and I think about her every day. Well, the night was ours, we were swinging in the stars when the lights went out. She was burning
said goodnight, then the lights went out. Oh honey, when the lights go out, will I see you again? Plugging out your heartstrings, rattling their cages, butterfinger lovers, ripping out the pages of the rules of the game they're never willing to play. Oh, I think about her and I think about her every day. Well, the night was ours, we were swinging in the stars when the lights went out. She was burning bright as we said goodnight, then the lights went out. Oh honey, when the lights go out, will I see you again? We traced her steps across linoleum and kitten hills, pressed our faces in the crush of velveteen and satin trim. She kept her faith on windowsills and plastic figurines, dedicated to a life spent letting go, gone, gone. Well, the night was ours, we were swinging in the stars when the lights went out. She was burning bright when we said goodnight, then the lights went out. Oh honey, when the lights go out, will I see you again? Yeah, the night was ours, we were swinging in the stars when the lights went out. She was burning bright into the middle of the night when the lights went out. Oh honey, when the lights go out, will I see you again? Will I see you again? Will I see you again? Mon quatrième et dernier but, plus difficile, a été d'essayer de montrer la complexité de sa personnalité. Brigitte n'était pas du tout juste une jolie fille sexy, loin de là. Elle n'a pas été seulement, par un heureux hasard génétique, extraordinairement belle et également dotée de plusieurs caractéristiques à un point rarissime, sa photogénie évidente, son charisme dont témoignent ceux qui l'ont rencontrée, son aplomb, son audace qui en font une femme précurseur à l'époque et incroyablement moderne aujourd'hui, la grâce de son corps, sa joie de vivre solaire illustrée par son sourire éclatant, son goût exacerbé pour être photographié et pour séduire, deux éléments clés de sa célébrité, sa liberté de pensée et d'action, son incarnation du sud de la France, véritable publicité vivante pour la Côte d'Azur, son amour sans borne des animaux en souffrance, sa chance de rencontrer très jeune Roger Vadim qui en fera une star, et également sa chance d'échapper plusieurs fois à la mort, par un avortement qui s'est très mal passé et par ses tentatives de suicide. Non, elle n'a pas été seulement tout cela. Elle a aussi été une femme tourmentée, à fleur de peau, très franche et directe, sans se soucier des conséquences de ses propos et ses actes, et malgré le fait que sa vie était scrutée de tous les côtés. Je constate que mes 4 Français célèbres préférés avaient tous un caractère fort, très indépendant, et une personnalité réputée parfois difficile. Rimbaud, Django, le marquis de Sade et Brigitte, la seule femme des 4. Sa beauté et le succès mondial qui en a découlé ont en effet été sa chance et sa malchance à la fois, car ils l'ont fait être jalousée et détestée par une partie des Françaises, et ont faussé ses rapports avec les gens, dont les hommes qui l'ont séduite, et ses amis, car certains n'étaient que de prétendus amis, d'où d'innombrables déceptions, sa hantise du mensonge, et son besoin grandissant de solitude, de rapports humains authentiques et de vie quotidienne au plus près des animaux. Il a aussi été écrit par ses biographes que, complexé enfant par son appareil dentaire et ses lunettes pour corriger de la myopie, et par le fait d'avoir entendu sa mère la trouver moins jolie et moins bonne élève que sa sœur,
Ayant le sentiment d'avoir une couleur des yeux et des cheveux moins jolie que sa sœur, cela put induire un manque de confiance en elle à vie. Je dirais plutôt que cela a créé une envie de séduire exacerbée et inextinguible dans sa vie privée, devant les appareils photos, devant les caméras. Comme ça s'est additionné à un don pour poser, une beauté exceptionnelle, une présence exceptionnelle, une forte personnalité, ça a donné le phénomène que l'on connaît et qui nous réunit autour de ces compilations de photos. Quand on lit plusieurs biographies d'affilée, ce qui ressort de sa vie, c'est une permanente dualité qui a beaucoup compliqué sa vie sentimentale, car cette dualité la rendait sans cesse changeante dans chaque relation amoureuse et son comportement difficilement compréhensible et prévisible. Dualité entre son hypersexualité affichée, son aisance à montrer son corps, et pourtant un rejet de l'impudeur de ses contemporains. Dualité entre sa tendance à tomber follement amoureuse pour la vie entière et sa rapidité pour tromper puis quitter ses compagnons. Dualité entre un attachement très affectueux à ses parents et pourtant beaucoup de mauvais souvenirs d'enfance et d'adolescence à cause de la dureté dont ils ont été plusieurs fois capables envers elle. Dualité entre son caractère très indépendant et sa dépendance névrotique à la présence de l'homme aimé à ses côtés 24 heures sur 24. Dualité entre la simplicité de son apparence, cheveux décoiffés, pieds nus et sales, jambes souvent écartées, et sa sophistication extrême, innombrables colorations de cheveux, maquillage omniprésent aux yeux. Dualité entre sa recherche de l'exposition médiatique durant sa jeunesse, son goût pour la célébrité, visible lors de ses apparitions publiques, ses manœuvres pour entretenir sa présence dans la presse, son narcissisme évident face à l'adoration dont elle bénéficiait et face à l'attention délirante des médias, et son rejet de cette prison dorée que lui avait construite cette célébrité, sa détestation au bout de quelques années pour cette célébrité écrasante qui l'emprisonnait, pour les inconvénients de la célébrité, des articles sur elle et des paparazzis. Dualité entre son amour sans borne pour les animaux et le fait qu'elle n'a pas voulu élever son fils et qu'elle ne l'a pas énormément vu en 65 ans. Dualité entre cet amour sans borne pour les animaux, qu'elle avait en très grand nombre chez elle, et sa misanthropie grandissante au fil des décennies. Dualité entre cette misanthropie dans son discours et sa grande générosité envers les gens, son tempérament affectueux envers eux, même envers des inconnus. Dualité entre son origine bourgeoise, qui lui sera d'un très grand secours pour s'exprimer de façon très élégante et soignée dans ses interviews, et sa propension à utiliser un langage argotique, voire grossier. Dualité entre le fait qu'elle était une Parisienne pur jus et le fait qu'elle a été en osmose avec la Côte d'Azur, au point de rendre célèbre dans le monde entier Saint-Tropez et le nom de sa maison, La Madrague. Dualité entre le fait qu'elle a été une star de cinéma, célébrissime, et le fait qu'elle n'était pourtant pas une très bonne actrice. Dualité entre sa confiance en elle, qui crève les yeux, son aplomb démesuré devant le public, les fans, les meutes de photographes, la caméra, sûre de sa beauté irradiante, et le manque de confiance en elle dont elle dit avoir toujours souffert et qui lui faisait avoir une crise d'herpès au début de chaque tournage. De très rares photos en montrent des traces une fois les tournages commencés. Dualité entre son énergie évidente, quand on lit ses biographies, et sa tendance à la paresse et à la fatigue, selon ses biographes. Une biographe émet l'hypothèse que la maladie neurologique de Brigitte qui impactait son œil gauche obligeait probablement son cerveau à faire un travail incessant et fatigant. Dualité entre sa pulsion de vie manifeste, sa joie de vivre, son amour de l'amour, son goût pour l'amitié, sa personnalité ludique, et sa pulsion de mort tout aussi manifeste, avec sa difficulté à trouver un sens à sa vie pendant longtemps et surtout ses nombreuses tentatives de suicide. Dualité entre sa force de caractère évidente et dont elle a fait preuve en assumant sa célébrité mondiale, et sa fragilité extrême, que l'on peut voir par exemple dans cet extrait d'interview en décembre 82 dans France ce soir. Elle déclarait à propos de sa maternité : « J'avais besoin que l'on s'occupe de moi, j'avais besoin d'une mère plus que d'un enfant, j'avais besoin d'un soutien, d'une racine, mais je ne pouvais pas être une racine, puisque j'étais totalement déracinée, déséquilibrée, perdue dans ce monde de folie furieuse. » Dualité entre son élocution lente et sucrée, dans la vie et dans les films, qui la fera passer pour une ravissante idiote,
et sa très grande intelligence, que l'on ne peut que constater en entendant ou en lisant ses réparties pleines d'esprit, et dans ses livres pleins de bon sens et écrits dans un excellent français et un style très riche. Dualité entre son besoin effréné d'authenticité, sa haine du mensonge, et sa tendance à arranger les vérités à sa sauce, qui fait qu'il ne faut pas prendre tout ce qu'elle a dit et écrit au pied de la lettre. Dualité entre son besoin d'authenticité et de sincérité et ses amis fêtards, intéressés et pas toujours très fins, dont elle s'est entourée pendant de nombreuses années. Dualité entre son besoin de tranquillité et pourtant son angoisse de la solitude, lui faisant préférer être mal accompagnée que seule. Dualité entre sa dimension mythique et sa simplicité. Cette étonnante citation de Brigitte dans ses mémoires montre bien qu'il n'y a pas qu'une farandole de contradictions chez elle, ce qui pourrait en faire juste un sujet d'étonnement. Il y a aussi certainement un mystère douloureux enfoui en elle, un élément mystérieux même pour elle, puisqu'elle utilise le mot inexplicable pour parler de sa désespérance. Sa biographe Marie-Dominique Lelièvre le dit en 4e de couverture de sa biographie. Il y a un mystère Bardot. La plus célèbre des Françaises reste une inconnue. Et la plupart de ces biographes lâchent cette petite phrase eux aussi, à un moment ou un autre dans leurs livres. Cela m'intrigue. Pourquoi la femme la plus exposée, la plus photographiée et dont la vie a été étudiée dans le détail aurait un mystère secret? Il est vrai que Brigitte est issue d'une famille qui, si elle n'a pas eu de problèmes financiers, n'a pas été totalement heureuse et a eu son lot de difficultés. Son père a été soldat lors de l'immense trauma collectif de la Première Guerre mondiale, 2 de ses oncles y sont morts, et un 3e oncle est mort des suites de la guerre. On a probablement sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir sur les psychismes et sur les familles après 1918, et durablement. Monsieur Bardot trompait régulièrement son épouse, et l'on peut fortement se demander si ça a un lien avec le fait que sa fille sera elle aussi très souvent infidèle, classique phénomène de répétition d'un élément douloureux. Les parents de Brigitte se disputaient souvent, ce qui lui fera dire qu'elle a eu toute sa vie en horreur les disputes. Or, comme souvent avec Brigitte, il y a un écart entre son discours et la réalité. En effet, loin de se donner comme priorité une vie sentimentale paisible, pour ne pas reproduire ce dont elle avait été témoin au domicile de ses parents, elle a accumulé de façon spectaculaire les relations assez courtes et, pour certaines, émaillées de disputes. Donc je pense que, bien au contraire, plutôt que de fuir les disputes, Brigitte a névrotiquement cherché à revivre le scénario vécu enfant, celui des disputes conjugales subies dans l'appartement familial. En outre, le fait qu'elle soit souvent allée au clash à cause de ses déclarations dans des livres ou des interviews, au point d'être plusieurs fois traduite en justice, va à l'encontre d'une fuite des disputes potentielles. Enfin, les parents faisaient chambre à part, et là encore on peut se demander si ça a un lien avec le besoin de fusion névrotique 24 heures sur 24 que Brigitte aura dans toutes ses relations amoureuses, si elle a senti sa mère malheureuse de cette situation, ou si Brigitte, très sensible, a trouvé que c'était profondément triste de procéder ainsi dans un couple. Plus grave encore, un jour son père a enjambé le garde-corps du balcon et a menacé de se jeter dans le vide, scène certainement traumatisante à vie pour ses 2 filles. La mère de Brigitte était, paraît-il, une femme peu tendre, ce qui contribuera certainement à ce que Brigitte ait une soif d'amour démesurée tout au long de sa vie sentimentale. Mais c'était aussi, paraît-il, une femme frustrée dans ses rêves de célébrité, cantonnée à un rôle de mère et d'épouse trompée, et, comme c'est souvent le cas, la fille recherchera peut-être la célébrité pour offrir à sa mère le rêve déçu. Mais dans le cas de la famille Bardot, la célébrité rencontrée explosera tous les compteurs. Certains biographes ont écrit que Brigitte n'avait pas été heureuse enfant avec ses parents. Je ne le pense pas du tout. Sa grande affection envers eux a duré toute sa vie. Elle les nommait papa et maman dans ses interviews, et non pas mon père et ma mère. On la voit ici tenant la main de son père. Donc elle avait clairement fait le tri entre les mauvais moments et le reste.
À mes yeux, et depuis très longtemps, bien avant de faire le marathon Bardot, l'épisode du vase cassé est un traumatisme pour Brigitte. J'ai d'ailleurs été très surprise de lire qu'une biographe estimait qu'on en faisait toute une montagne alors que c'était juste conforme à l'éducation au début des années 40. Je suis totalement en désaccord avec ça. Déjà, donner une vingtaine de coups de cravache à une petite fille de 7 ans et une toute petite fille de 4 ans pour un vase précieux qu'elles ont cassé involontairement, même au début des années 40, c'est terriblement excessif. Mais c'est surtout la dimension psychologique, complètement psychorigide, qui, je pense, a été destructrice pour Brigitte, mais aussi pour Mijanou, pour qui le traumatisme a dû être sévère lui aussi. En effet, selon Brigitte, leurs parents leur auraient dit « À partir de maintenant, vous n'êtes plus nos filles, vous êtes des étrangères, et, comme les étrangers, vous nous direz « vous ». Dites-vous bien que vous n'êtes pas chez vous ici, mais chez nous, que rien de ce qui est ici ne vous appartient, que cette maison n'est pas la vôtre. Primo, une telle injustice vaccinera Brigitte pour sa vie entière contre les valeurs bourgeoises et en particulier l'importance accordée aux biens matériels. Je ne serais pas étonnée qu'elle ait défié les valeurs bourgeoises de discrétion et de mesure avec son érotisme et sa vie privée pour prendre le contre-pied de cette scène traumatique vécue enfant à cause de cette valeur bourgeoise de ses parents, celle d'accorder plus d'importance à un vase qu'à leur petite fille. Secondo, la décision délirante d'exiger le vouvoiement de leurs 2 petites filles durant le restant de leurs jours, ça, c'est le cœur du traumatisme, selon moi. Si l'on est dans une famille où les enfants vouvoient les parents, c'est une chose. Mais si l'on tutoie ses parents jusqu'à ses 7 ans et demi et que c'est désormais interdit pour toujours, là, c'est particulièrement dévastateur. Un détail particulièrement poignant est que lorsque M. Bardot est mort, alors que Brigitte avait 41 ans, Madame Bardot lui a proposé de revenir au tutoiement. Primo, ça signifie éventuellement en creux que c'était surtout la décision du père et que la mère s'y est soumise. Secondo, le fait que Brigitte ait refusé de reprendre le tutoiement à 41 ans montre bien que le mal était fait. Ça ne servait plus à rien de changer cela. De plus, le fait de dire « vous n'êtes plus nos filles, vous êtes des étrangères », phrase d'une cruauté délirante, a certainement créé cette angoisse chez Brigitte de ne plus être aimée. D'où, comme je l'ai expliqué dans le chapitre Bardot amoureuse, cette obsession de quitter les hommes pour ne pas risquer d'être quittée, pour ne pas revivre le traumatisme du désamour, de la fin de l'amour. En lisant plusieurs biographies de Brigitte pour ce marathon, j'ai découvert que ses tentatives de suicide avaient été bien plus nombreuses que ce que je croyais. Une tentative de suicide dans une vie, c'est un événement qui arrive à peu de gens. Ça n'est pas comme une perte d'emploi ou une rupture amoureuse. Vouloir mourir, mais aussi et surtout essayer de le faire, c'est un événement dans une vie. On s'est habitué au fait que Brigitte a fait plusieurs tentatives, mais je pense que l'on a tort. Si vous avez un ami qui a essayé de se suicider il y a 3 ans, vous percevez cela comme étant dramatique. Si vous avez un frère qui a essayé de mourir il y a 10 ans, c'est quelque chose de dramatique. Si vous avez un enfant qui, jeune adulte, essaie de se suicider 1 fois, 2 fois, c'est dramatique. Or, Brigitte a cherché à mourir 8 fois. Première tentative, en 1951, probablement début septembre, elle se met la tête dans le four et ouvre le gaz. Ses parents et sa sœur, de retour d'une sortie, la trouvent évanouie. Deuxième tentative, début 58, elle prend des cachets et ouvre le gaz. Troisième tentative, le 9 novembre 59, elle prend des barbituriques à Feucherolles dans les Yvelines et, une fois revenue à elle fait une crise et cherche à se mutiler et avorter. Quatrième tentative, entre le 9 novembre et le 11 décembre 1959, elle avale un tube de Gardénal et passe 4 jours dans le coma. Cinquième tentative, 28 septembre 1960, le jour de ses 26 ans, près de Menton, elle ingère une boîte de barbiturique avec du champagne et se taillade les veines. Sixième tentative, le 28 septembre 1983, le jour de ses 49 ans, 23 ans jour pour jour après sa précédente tentative, elle avale des barbituriques avec du champagne et part nager. Elle est sauvée alors qu'elle est en train de sombrer. Septième tentative, le 1er janvier 1985. Huitième et dernière tentative à l'automne 92.
Et il paraît qu'il y a eu des périodes dans les années 70 où elle prenait avec elle un tube de barbiturique pour pouvoir en finir au chaos. Il n'est évidemment pas dans l'ordre des choses d'essayer de se supprimer 8 fois dans une vie. C'est, selon moi, le marqueur d'un événement traumatisant oublié et qui expliquerait la phrase que j'ai citée, selon quoi elle a toujours été irrémédiablement entraînée vers une désespérance inexplicable. Je vais donc décrire ici une hypothèse qui m'est venue graduellement, mais rapidement à l'esprit. Je dis bien une hypothèse, je n'affirme rien. Dans sa biographie initiale bébé, il y a à la page 25 un paragraphe qui est peut-être, je dis bien peut-être, la clé des 8 tentatives de suicide de Brigitte, et non pas, comme elle l'a dit, des raisons aussi secondaires que le départ de Sammy Frey au service militaire et autres. Cela me fait penser à une nouvelle d'Henry James, Le tapis. Dans cette nouvelle, il y a un dessin dans un tapis qui est visible par tous mais que personne ne voit. C'est une métaphore, pour Henry James, d'une chose qui devrait être évidente et que personne ne remarque. Le paragraphe qu'a écrit Brigitte dans son autobiographie, page 25, est selon moi un motif que personne ne voit dans un tapis. Tous ces gens me faisaient une peur bleue. Ils parlaient haut et fort en me passant les joues, ils me claquaient les cuisses, me tiraient les cheveux, me faisaient sauter sur leurs genoux en disant « Comme elle est mignonne ». Je m'essuyais la bave que j'avais de partout, j'étais écœurée et je me réfugiais contre maman. Question. Si vous écriviez vos mémoires en 640 pages, a fortiori après une vie aussi pleine, mouvementée et passionnante que la sienne, est-ce que vous auriez l'idée de parler de la bave que mettaient sur vous des gens de votre famille ou des amis de vos parents? Je crains malheureusement que ce passage, qui parle d'adultes la trouvant mignonne et lui touchant les cuisses alors qu'elle était sur leurs genoux, ne soit la traduction d'un attouchement pédophile dont Brigitte était amnésique, de la part d'un membre de la famille ou un ami de ses parents, voire un viol digital. Il suffit de lire le récit bouleversant de la comédienne Anouk Grimbert dans son livre Respect ou le témoignage de la chanteuse Lio pour savoir qu'un viol digital crée des ravages sur la victime pendant des années et même des décennies. Un détail poignant est qu'elle dit se réfugier contre sa maman. Or, lorsqu'elle avait 7 ans et demi, sa maman a fait preuve d'un grand manque de compréhension et d'amour maternel en lui disant qu'elle n'était désormais plus sa fille à cause du vase cassé. Si Brigitte a éventuellement été victime d'un abus avant ses 7 ans et demi, le fait d'avoir le sentiment de ne plus pouvoir compter sur sa maman pour la protéger après ses 7 ans et demi a dû être dévastateur. 10 indices vont dans le sens de mon hypothèse. Premier indice. Des tentatives de suicide peuvent être le marqueur d'une agression sexuelle passée, mémorisée ou non, et comme Brigitte en a fait 8, il n'y a guère d'ambiguïté sur ce point, selon moi. Je recommande d'écouter les passionnantes interviews et conférences du psychanalyste Bruno Clavier, spécialiste des abus sexuels, pour en savoir plus sur les marqueurs des abus sexuels oubliés. Deuxième indice, Brigitte a plusieurs fois parlé de l'importance de garder son petit monde pur, protégé, à l'abri des agressions. Là encore, est-ce que nous utiliserions ces termes si nous devions parler de notre vie? Nous avons là, je pense, un décalque de l'univers d'un ancien petit enfant qui a été agressé dans son innocence. Voici l'une de ses citations. Lors d'une émission de télévision en avril 1973, elle déclare « Je conserve l'image que j'avais enfant d'un monde qui doit être joli. C'est l'un des buts de mon existence. Préserver un monde le plus joli possible, le plus honnête possible. Mon monde à moi est l'objet d'agressions de tous les côtés, venant de l'extérieur, mais je suis là pour le défendre. » Troisièmement, dans ses mémoires, elle écrit « J'ai toujours su que l'humanité était cruelle, méchante, injuste, fourbe, inhumaine. J'ai voulu la quitter pour de vrai, lui préférant une autre pourriture plus saine, celle de la mort. » Brigitte fait donc un lien, avec des mots particulièrement forts, entre ce dont sont capables les êtres humains, donc potentiellement un agresseur sexuel, et sa recherche de la mort, ce qui corrobore selon moi le lien entre une agression ancienne oubliée et ses tentatives de mourir. Quatrième indice.
À propos du jour où, lorsqu'elle a 9 ans, son père lui dit que le Père Noël n'existe pas, elle écrit « J'ai tant besoin de merveilleux pour survivre ». Elle ne dit pas « J'ai tant besoin de merveilleux pour vivre », elle dit « pour survivre ». Or, survivre, c'est ce que font les victimes d'abus sexuels. Je suis étonnée qu'aucun biographe n'ait tilté en lisant ce verbe. 5e indice. La marque de fabrique de Brigitte, je dirais même, à la lumière de mon hypothèse, son mécanisme de survie, c'était de ne jamais subir. Quitter les hommes pour ne pas être quittée, dire tout ce qu'elle pensait sans se censurer, d'où certaines choses qu'elle a dites ou écrites dans les années 90 et 2000 et qui lui ont valu des démêlés avec la justice. Tout montre qu'elle a pris le contre-pied de nombreuses choses afin de ne pas subir, ne jamais subir. À mes yeux, c'est là encore un indice montrant qu'elle avait subi quelque chose et qu'elle avait la phobie de subir quelque chose de nouveau. 6e indice, je pense que, à travers son besoin désespéré de sauver tous les animaux du monde, de les protéger de la souffrance et de la mort, et ce durant plus de 60 ans, il y avait ce désir complètement inconscient de protéger la toute petite fille vulnérable qu'elle avait été. 7e indice, est-il compréhensible un seul instant, sans l'hypothèse d'une amnésie sur un abus sexuel vécu enfant, qu'une jeune femme issue d'une famille à peu près unie et aimante, ayant reçu une très bonne éducation, couverte de gloire, d'honneur, de voyages, d'amoureux, d'admirateurs et d'amis, solaire, joyeuse et généreuse, ait cherché à se supprimer 8 fois. Rien, a priori, ne peut expliquer un tel nombre de tentatives de suicide, d'autant plus qu'elle a été sauvée in extremis plusieurs fois. C'est d'ailleurs une autre facette extraordinaire de son destin, elle aurait pu mourir de nombreuses fois et en a toujours réchappé. 8e indice, Brigitte avait plusieurs marqueurs d'une éventuelle agression sexuelle passée. Son hypersexualisation, comme Marilyn, elle aussi victime, en sachant que l'hypersexualisation est un moyen de reprendre le contrôle sur sa sexualité après une expérience où la sexualité a été imposée. Son exhibitionnisme, sa propension à être filmée ou photographiée très dénudée, très désirable et souvent les jambes écartées, ce qui est très surprenant de la part d'une star sans cesse photographiée. Citons en particulier le fait très incongru que, bien qu'objet de tous les regards à Saint-Tropez dans les premières années de sa gloire, elle traversait le bourg avec des shorts minuscules qui montraient le bas de ses fesses. L'exhibitionnisme après un abus sexuel explique pourquoi un grand nombre des actrices de films X ont été victimes d'abus sexuels dans le passé. En effet, pour le commun des mortels, se montrer dans un film X est juste inimaginable. En outre, l'association entre violence, soumission et sexualité qu'elle semble avoir eue avec son compagnon à la fin des années 60 est aussi le marqueur d'une personne qui a subi un abus, dont elle est amnésique, pour revivre le traumatisme. 9e indice, Brigitte a développé une misanthropie grandissante au fil des décennies, elle qui a pourtant été tellement aimée et admirée. Certes, elle était en particulier horrifiée par la cruauté de certains êtres humains envers les animaux dans le monde, horrifiée par le comportement de certains paparazzi, et elle a été déçue par certains amis, en particulier par son secrétaire particulier qui a vendu des anecdotes personnelles la concernant. Mais l'ampleur de sa dérive misanthrope s'explique, selon moi, par ce traumatisme refoulé potentiel dont elle n'était pas consciente et qu'elle n'a donc pas pu travailler avec un psychanalyste. Un exemple corrobore cela. À propos de Lino Ventura et de son refus bien connu d'être filmé dans des scènes d'amour, elle écrit « Son allergie de l'humanité était telle que, par contrat, il était stipulé qu'il ne se prêterait à aucune scène d'amour, à aucun baiser sur la bouche, avec aucun de ses partenaires. Nous avons là un vrai cas d'école. Brigitte révèle involontairement qu'elle fait un lien entre allergie de l'humanité et scène d'amour, baiser sur la bouche. Il n'en est évidemment rien pour Lino Ventura. Ce sont évidemment sa très probable grande pudeur et son tout aussi probable refus des scènes osées de plus en plus présentes dans le cinéma d'alors qui ont fait qu'il ne voulait pas avoir de scènes de baiser ou autres avec une partenaire à l'écran. La citation de Brigitte montre, sans qu'elle en ait conscience, que c'est elle qui fait une association entre allergie de l'humanité,
ce qui était devenu sa marque de fabrique dans ses interviews, ses livres et ses déclarations publiques, et Scène d'amour, corroborant l'hypothèse que le germe de son allergie à l'humanité provient d'un acte libidineux subi enfant. Un détail qui montre que c'est bel et bien l'inconscient de Bardot qui s'exprime, prétendument au sujet de Ventura, est qu'elle dit « avec un partenaire à l'écran ». Or, il est bien évident que pour un acteur de l'époque, et a fortiori pour Lino Ventura, il s'agit de une partenaire. La possibilité que Ventura ait une scène de baiser avec un homme dans un scénario étant inexistante. 10e indice, j'ai appris dans une biographie que Brigitte collectionnait les serrures anciennes, et de fait, j'ai trouvé cette photo montrant sa collection de clés anciennes à la madrague. Là, dans le domaine des indices, c'est du lourd. Je ne sais pas si la collection concernait bel et bien des serrures, car ce que nous voyons ici, ce sont des clés. Mais une serrure est le symbole des organes génitaux féminins, tandis que la clé est le symbole des organes génitaux masculins. Une serrure symbolise un secret, un blocage psychique. Dans l'hypothèse où c'était des clés que Brigitte collectionnait, conformément à cette photo, et non pas des serrures, une clé est un symbole phallique sur un plan psychanalytique freudien, capable d'ouvrir et d'entrer. On est là possiblement dans le domaine du viol. Sur un plan psychique plus large, avoir des clés symbolise la maîtrise d'une situation. Autre possibilité, la clé donne accès à une mémoire refoulée, à un traumatisme. Les clés anciennes collectionnées par Brigitte peuvent donc représenter cette partie de sa mémoire ou de son psychisme qu'elle sentait fermée, verrouillée. Elle pouvait aussi représenter symboliquement sa survie psychique en symbolisant sa protection, car une clé permet de fermer pour se protéger d'une intrusion. Le marathon Bardot est terminé. Je serai ravie de rester en contact avec ceux qui voudront avec mon adresse mail marathonpacino@gmail.com. Merci infiniment à Brigitte d'avoir existé et d'avoir tant apporté au monde.